Avant toute chose, toutes nos excuses concernant l'erreur de diffusion de l'émission Islam dimanche dernier. Il est considéré comme l'une des plus grandes figures de la pensée en islam et son œuvre a rayonné au-delà du monde musulman. De l'Andalousie, berceau de sa famille, au Caire, où il a fini sa vie, Ibn Khaldoun a marqué son époque et son œuvre nous éclaire encore aujourd'hui sur l'univers historique et sociologique des peuples et du monde. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Le penseur dont il s'agira en cette matinée représente sans discussion une des plus grandes figures de l'histoire de la pensée musulmane. Ibn Khaldoun, car c'est de lui dont il s'agit. Gabriel Martinez-Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de l'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Paris-Est, Nanterre. Et bien sûr, vous connaissez Ibn Khaldoun puisque vous lui avez consacré un certain nombre de travaux. À côté de vous, Ali Ibn Khaldoun, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur des universités à l'Université de Paris-Est, Créteil. Vous êtes philosophe. Nous allons donc ce matin dérouler en quelque sorte la vie et l'œuvre de Ibn Khaldoun. Avant cela, voici donc un document qui retrace très brièvement qui est Ibn Khaldoun. Regardez. À Tunis, sur la place de l'Indépendance, une statue nous rappelle la naissance en 1332 dans cette ville d'Ibn Khaldoun, un des plus grands penseurs du monde musulman. Issu d'une puissante famille d'origine andalouse, c'est un homme de savoir, mais aussi un homme de pouvoir. Il a tout juste 20 ans lorsqu'il quitte Tunis, appelé à la cour des Mérinides à Fès. Le poste de secrétaire du sultan n'est pas à la hauteur de ses ambitions, lui qui compte des ancêtres ministres et diplomates. Il profite de son temps libre pour parfaire à l'université Qarawiyyin son excellente éducation reçue à la Zitouna de Tunis où il reviendra plus tard comme professeur. À 30 ans, il est appelé en Andalousie, la terre de ses ancêtres, par Al-Rani, le sultan de Grenade, pour négocier avec succès un traité de paix entre le royaume nasride et le roi de Castille. Citoyen du monde avant la lettre, Ibn Khaldoun repart vers le Maghreb. Témoin actif de l'instabilité politique qui règne à cette époque, il en sera aussi à maintes reprises la victime. Il doit s'enfuir vers l'Égypte des Mamelouks. Le temps d'une disgrâce, il rédige sur l'état du monde une œuvre monumentale et encyclopédique. Après l'échec d'une mission diplomatique auprès de Tamerlan, Ibn Khaldoun revient au Caire où il exerce la charge de cadi malékite de la mosquée Al-Azhar. Il meurt en 1406. Document signé Marie-Annick Le Guern. Gabriel Martinez-Gros, d'abord, qui est Ibn Khaldoun? Comme on l'a vu, donc c'est un homme qui est né à Tunis en 1332, d'origine andalouse. Dans un milieu où les Andalous étaient encore des exilés d'une Espagne reconquise récemment, mais qui vivaient en milieu relativement fermé. Il a reçu une excellente éducation, il était d'une très grande famille qui pouvait faire remonter sa généalogie sur plusieurs siècles. Il a été longtemps, une vingtaine d'années, au service de princes maghrébins. Et puis il s'est rendu au Caire, une fois sa théorie élaborée, une fois qu'il a renoncé aux activités politiques, pour y trouver des étudiants, tout simplement, parce que c'est la plus grande ville du monde musulman, et qu'il espérait y diffuser sa pensée. Et c'est là qu'il est mort, en 1406. Ali Ben Mkhlouf, quelle a été sa formation d'abord? Oui, bien évidemment, il y a la théologie, il y a le tafsir, il y a le fiqh,
ce que l'on appelle le droit musulman. Et il y a peut-être quelque chose sur quoi on devrait insister, c'est la grammaire et la littérature, parce que il a, dans son œuvre, été très imprégné par l'état de la langue et de son évolution et des expressions utilisées. Et donc, il a ainsi croisé ces trois thématiques, domaines d'application du savoir, la théologie, les fondements du droit et la grammaire et la littérature. Et à partir de ces trois formations, il va après donner sa pensée originale. Il a parcouru quasiment une partie du monde, et à l'époque, c'était pas simple. Alors, quels sont les lieux qu'il a visités, Gabriel Martinez-Gros? Il y a fondamentalement, évidemment, l'ensemble du Maghreb. Il était diplomate, hein, fondamentalement, où il était conseiller du prince et acteur. Il lui est même arrivé à Bougie d'être vizir d'une principauté relativement réduite, mais il en a été le Premier ministre et le gouvernant. L'Espagne, bien entendu, où il s'est rendu à plusieurs reprises, à la fois à Grenade et dans l'Espagne chrétienne. Et puis évidemment l'Orient, l'Égypte, la Syrie, où il s'est rendu, où il a rencontré Tamerlan en 1401. Voilà, c'est à peu près tout. Mais enfin, le Caire, bien entendu, où il a vécu les 24 dernières années. Et oui, alors donc, voyons avec ce document justement quelle a été brièvement l'œuvre d'Ibn Khaldoun. C'est en Algérie qu'Ibn Khaldoun commence à rédiger la Muqaddima, et plus précisément dans le petit village de Qal'at ibn Salem. C'est là qu'il va consacrer 5 années de sa vie pour livrer son œuvre maîtresse. La Muqaddima, somme de connaissances sur son époque, son milieu social et culturel, dans une démarche quasi encyclopédique, et ce, bien avant le siècle des Lumières. Je crois n'avoir rien oublié, ni l'origine des races et des dynasties, ni le synchronisme des nations anciennes, ni les motifs de changement dans le passé et à l'intérieur des formations religieuses, ni les dynasties, les religions, les villes et les villages, les puissants et les faibles, les multitudes et les minorités, les sciences et les arts, les gains et les pertes, les conditions générales transformées, la vie sédentaire et la vie nomade, les événements passés et futurs, tout ce qui concerne la civilisation. Parlons de son œuvre majeure, la Muqaddima. Quand est-ce qu'il a commencé à l'écrire et qu'est-ce qu'elle recèle comme savoir et comme contribution? Alors, bon, il met en scène lui-même l'écriture de la Muqaddima, c'est assez frappant. Il dit dans son autobiographie, dans le récit de sa vie, qu'il écrira donc à la fin de sa vie au Caire, qu'un jour, constatant l'inanité des efforts politiques et de la construction politique au Maghreb, il décide de rompre en quelque sorte avec les pouvoirs politiques qu'il a jusque-là servi au Maghreb. Il se retire dans ce cas-là des Banu Salem, hein, donc une tribu arabe avec lesquelles il était en contact pour des raisons politiques. J'entends qu'il leur achetait des guerriers tout simplement et qu'il était entré en sympathie avec le chef de la tribu. Et là, dit-il, brutalement, comme un torrent, la vérité, tout simplement. À quel moment de sa vie il a 43 ans, 44 ans. Et il dit bien la vérité. Hein, je veux dire, il a conscience de découvrir quelque chose d'énorme, d'universel, qui n'est pas limité d'ailleurs à l'islam, qui est la manière dont tout État se comporte. Nécessairement, non pas que l'islam soit tout indifférent pour lui, mais il a conscience de découvrir quelque chose de considérable, que personne n'a pensé avant lui, et c'est vrai. Et c'est vrai. Justement, Ali ibn Khalouf, une des caractéristiques, si j'ose dire, de la pensée khaldounienne, c'est une rupture. Oui. Il va donc opérer une rupture. Une rupture de quoi et avec quoi? Une rupture avec les sciences théorétiques qui ne s'occupent que de la connaissance sans la modification de la connaissance. Il y a un moment où avec lui, la connaissance entre dans le système des ahwal, des modifications. Et donc on passe du paradigme théologique à un paradigme historique. Alors s'il vous plaît, éclairez-nous sur la notion de paradigme. Paradigme, un modèle d'interprétation, un schème, une façon de se dire, dorénavant, tout ce que je sais va rentrer sous le régime de l'histoire. La théologie, ça rentre sous le régime de l'histoire. La grammaire, c'est l'évolution de la langue. Le droit, c'est bien évidemment les sociétés, comme le disait le reportage,
qui s'accroissent et périssent. Et donc, si je prends comme ligne directrice, c'est ça le modèle si vous voulez, comme ligne directrice la modification, je vais pouvoir avec cette modification réinterpréter tout mon savoir qui était d'abord pris dans du fixe, du permanent, du théologique, on s'occupait des attributs de Dieu, on s'occupait du tafsir, mais tout cela devient finalement sous le régime de l'histoire. Autrement dit, la théologie elle-même devient sujet de l'histoire. Exactement, voilà, c'est ça, c'est que l'histoire, il dit à un certain moment, l'histoire a un pouvoir de recréer l'homme comme s'il était créé à nouveau. C'est-à-dire qu'avec l'histoire, vous avez des modifications telles que l'humanité change elle-même et recrée. Il parle de recréation de l'homme par l'histoire. Gabriel Martinez-Gros, on dit aussi qu'Ibn Khaldoun, je ne sais pas si le mot est exact, précurseur de la sociologie moderne. D'abord, est-ce que le mot précurseur est juste? Est-ce qu'il est véritablement un des inventeurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie? Il dit lui-même que c'est la science nouvelle qu'il vient de découvrir et à laquelle personne n'avait pensé véritablement, c'est la science alors je ne sais pas quoi, de la civilisation omran, de la science du peuplement, la science de la manière dont les hommes s'organisent en société. Oui, c'est vrai. En fait, il scrute la société telle qu'elle est. Mais à travers l'histoire. Ali a tout à fait raison. Le point décisif, c'est qu'il fait de l'histoire presque une théologie. Il dit que c'est une hikmah, c'est-à-dire une philosophie, c'est-à-dire une sagesse, une hikmah. Et donc, l'essentiel, pour lui, indiscutablement, c'est la manière dont les sociétés organisent le progrès, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le progrès, c'est-à-dire dont elles accumulent en particulier la richesse, mais aussi le savoir. Pour cela, il faut des villes. C'est fondamental. Ce que disait Ali est tout à fait juste. Et pour qu'il y ait des villes, il faut qu'il y ait des pouvoirs. Seuls les pouvoirs peuvent créer des villes. Et pour qu'il y ait des pouvoirs, il faut une forme de contrainte. C'est là que la théorie d'Ibn Khaldoun devient un peu brutale. Je veux dire que la contrainte implique le désarmement général des populations, l'organisation des États, et c'est un serment d'allégeance. Un serment d'allégeance, un impôt. Une domination. Un impôt, une domination. Un impôt qui permet d'irriguer la ville et de lui donner les moyens du développement des métiers, de la spécialisation des métiers et donc des gains de productivité, comme nous dirions aujourd'hui. Ce sont les seuls gains de productivité possibles dans une société qui est profondément agraire et dont les gains de productivité naturelle sont minces, sinon totalement nuls. Ali Ibn Khalouf, est-ce que cela veut dire qu'aucun penseur musulman avant lui n'a précisé ce cadre de référence? C'est une rupture par rapport aux penseurs musulmans eux-mêmes? Ah oui, bien évidemment, parce que ce nouvel objet qui est l'Umran, l'urbanité en quelque sorte, comment dirais-je, n'a jamais eu cette focalisation susceptible de se soumettre tous les autres ordres de réalité. On l'a dit tout à l'heure pour sa formation, on était pris beaucoup entre trois registres. Soit vous êtes dans le khataba, la rhétorique, soit vous êtes dans le jadel, la dialectique, soit vous êtes dans le burhan, la démonstration. Et on était empêtré dans ces trois méthodes. Et on est passé à côté de l'urbanité, la manière de vivre ensemble, la pacification des villes, le rapport au rural, comme l'a dit précisément Gabriel, et cette réorientation, ce transfert vers l'urbanité de tout ce que je sais, parce qu'il va reprendre la question de la rhétorique en disant que le prince d'une ville, bien évidemment, doit persuader pour arriver à avoir l'allégeance, pour arriver à avoir la bay'a. Et donc, on va avoir, autour de la politique et de la rhétorique, une réorganisation. Alors, rupture au sens de la réorganisation du savoir. Ces trois méthodes de l'khataba, de l'jadel et de l'burhan, de la rhétorique, dialectique, démonstration, et il les recentre à partir d'un objet que l'on appelle aujourd'hui la civilisation et qui était véritablement le moyen de vivre dans des villes pacifiées. Certes, Al-Muqaddimah est l'œuvre majeure, mais il a quand même écrit d'autres ouvrages. Il s'est intéressé à d'autres problématiques dans d'autres ouvrages. Alors lesquels, Gabriel Martinez-Gros? C'est vrai. Alors, Al-Muqaddimah est le livre 1, en réalité, d'une histoire universelle, qui compte, dans l'édition du 19e siècle à Boulaq, au Caire, qui compte 7 tomes. Et donc,
après la Muqaddima, il y a 6 autres tomes qui représentent l'histoire du monde, hein, depuis les origines du monde, en réalité fondamentalement depuis les origines de l'islam, bien entendu. L'essentiel n'en a jamais été traduit. Hein. Seuls ont été traduits les 2 derniers tomes sous le titre d'Histoire des Berbères par le baron de Slan, interprète général de l'armée française en Algérie pendant la guerre de conquête coloniale entre 1830 et 1847 et qui a obtenu un congé spécial pour traduire cette œuvre majeure dont on espérait, dont les généraux français, les militaires français espéraient qu'elle leur éclairerait cet intérieur du Maghreb si mystérieux, ces foules de tribus dont on ne savait pas exactement les rapports qu'elles entretenaient entre elles. S'il fallait trouver une figure emblématique dans le monde occidental à l'époque qui serait à peu près ressemblante à Ibn Khaldoun, est-ce que vous citeriez un nom? Il faut se décaler encore de 2 siècles. C'est Léon l'Africain qui fait une histoire universelle, une cosmographie. Abou Hassan al-Wazan. Abou Hassan al-Wazan. Et je crois que il a inauguré ce style de faire des cosmographies. Les cosmographies, c'était des histoires universelles. On commence à partir du point qu'on connaît, et puis on y rattache le maximum de choses. Graphie du cosmos, une façon de décrire la Terre habitable, pas toute la Terre découverte. Et effectivement, au XVIe siècle, vont fleurir plusieurs cosmographies sur le modèle de ce qu'il avait fait lui-même. Alors, il y a bien sûr de la discontinuité, on ne peut pas dire qu'il les a influencés directement. Mais il a quand même, effectivement, pensé que l'histoire devait sortir de l'histoire des dynasties, devait sortir de l'histoire de datation des événements, pour aller vers des phénomènes a priori auxquels on ne s'intéressait pas comme phénomènes historiques. Un exemple, quand les califes abbassides passent des épées en cuivre à des épées en or. Si on passe à des épées en or, c'est que le déclin a commencé. Et il le fait à partir de l'histoire des épées. Alors ça, c'est effectivement des objets nouveaux, à la fois l'extrême détail et à la fois une vue d'ensemble pour parler de l'univers entier. Évidemment, sa théorie de la Asabiyya, qui est ce qu'on appelle l'esprit du corps, a été une des théories les plus emblématiques de sa contribution. Est-ce qu'il a eu une influence à son époque? Parce qu'il a été producteur d'un énorme savoir, mais est-ce qu'il a influencé son époque? Assez peu, il faut bien le dire malgré tout. Il a eu un excellent disciple qui s'appelle Makrizi, en Égypte j'entends, hein, au Caire, où il a enseigné pendant les 24 dernières années de sa vie. Makrizi a été le plus grand historien égyptien du XVe siècle mamelouk. Il a été recopié à l'époque ottomane, donc on s'est intéressé à lui, c'est-à-dire à sa problématique du déclin en particulier au XVIIIe siècle ottoman. Mais c'est vrai que s'il y a des gens qui lui ressemblent, c'est évidemment par son souci de l'enracinement de la société dans des règles philosophiques. Ce sont les philosophes du XVIIIe, hein, bien sûr. Et donc, l'Europe du XIXe qui le, entre guillemets, découvre, c'est-à-dire qui le traduit, est émerveillée, bien entendu, de la ressemblance avec ceux qui sont ses maîtres, c'est-à-dire avec Montesquieu, avec Rousseau, le cas échéant, avec Diderot, certainement. Mais voilà. Et puis, bon, probablement, l'Europe l'a comparé à Machiavel parce qu'elle y a retrouvé la même absence d'esprit théologique. Ou le même cynisme, peut-être. Précisément. Quand est-ce qu'Ali Ben Makhlouf, l'Europe, qu'on appelle aujourd'hui l'Occident, mais l'Europe, a découvert Ibn Khaldoun? On dit que la pensée ibn khaldounienne a été transmise par les Ottomans et que l'Occident va la recevoir. Arnold Toynbee dit de lui qu'un des plus grands penseurs qui a pensé quelque chose de jamais vu. Quand est-ce que l'Europe l'a découvert? Écoutez, les travaux, je citais tout à l'heure Léon l'Africain. Léon l'Africain, le problème, c'est que quand il a été capturé au XVIe siècle, il est parti uniquement avec sa mémoire en Italie, et donc il n'avait pas ses œuvres. Et il y a un travail qui est fait par une Marocaine installée à San Diego, Madame Zihiri Oumelbanine, qui essaye de retrouver dans la description de l'Afrique les dettes à l'égard d'Ibn Khaldoun. Donc, en fait, ces dettes sont éparses. Et il y a des moments de condensation, comme le XVIIIe siècle, dont a parlé Gabriel. Bien sûr, la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle a fait aussi que ce texte a été lu, ouvert, fatigué.
Gabriel Martinez-Bro, en quoi Ibn Khaldoun était aussi un penseur musulman? Quelle est l'influence précisément de la religion musulmane dans sa façon de dire, de faire et de penser le monde? Oui, c'est une question tout de même qu'il faut poser, vous avez raison. Il y a 2 ou 3 points où il est, à mon avis, parfaitement musulman. Hein. D'abord, le fait qu'il considère le moment prophétique comme exceptionnel. Je veux dire, c'est un des rares moments historiques qu'il ne fait pas entrer dans le mécanisme rationnel de son explication de l'histoire. Le fait qu'il donne à l'origine de beaucoup de dynasties un mouvement religieux, hein, que ce sont souvent les mouvements religieux, la da'wa religieuse, qui aident au rassemblement des forces nécessaires, de la rassemblement nécessaire, la prédication, voilà, à la naissance d'une dynastie. Et surtout, à mon avis, le fait qu'il est conscient, à tort bien sûr, mais il est tout à fait persuadé de vivre les dernières générations du monde, tout simplement. Et en cela, il est parfaitement musulman. L'islam est la dernière des grandes civilisations de ce monde, et ce monde va s'achever. Probablement la peste en est le meilleur signe. Hein. D'ailleurs, il disait lui-même, il écrivait que l'islam va clore l'aventure religieuse. Absolument. Il le dira quasiment de façon expresse. Et il attend le Mahdi. Et il dit à Tamerlan qu'il est probablement le Mahdi. Que le monde attend. Le Mahdi, c'est l'imam caché qui viendra un jour, tout à fait. Donc sauver l'humanité. Ali Ben Makhlouf. Oui, alors justement sur cette question, moi je suis très étonné de voir comment il utilise une immense rationalité pour parler de prescription religieuse. Dans la Muqaddima, à un certain moment, il retrace tout le conseil des princes d'un certain général de Mamoun, du calife Mamoun, qui donnait une lettre à son fils en lui disant « Tu vas être gouverneur de Mamoun en Égypte, voilà ce qu'il faut faire ». Et c'est une lettre d'exhortation de la fonction de gouverneur d'un calife, comment gouverner l'Égypte au début de l'Empire abbasside. Et les prescriptions sont religieuses. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, s'il y a la crainte de Dieu, il y a la nécessité de faire du bien pour le gouverneur. L'autorité, il lui dit clairement, l'autorité, ce n'est pas l'autorité de faire ce que l'on veut, c'est toujours sous le regard de Dieu. Et donc Dieu est utilisé en quelque sorte pour arriver à une pacification et à une justice parmi les hommes. Gabriel Martinez-Bro, est-ce que les musulmans ont apprécié à sa juste valeur aujourd'hui cet apport considérable de ce penseur, de cet historien qu'Ibn Khaldoun? C'est une question difficile. Il y a le nom d'Ibn Khaldoun est, je crois, relativement bien connu. Il y a de très nombreux instituts Ibn Khaldoun, des universités Ibn Khaldoun, des écoles Ibn Khaldoun, évidemment. Je ne suis pas sûr que sa pensée soit toujours très bien accepté à cause même de ce qu'on croit être la distance qu'il a prise à l'égard des vérités de la religion. Aussi parce qu'Ibn Khaldoun, à partir du moment où il a choisi la voie de la compréhension, de l'entendement des choses, plutôt que de l'action politique, s'est totalement retiré. Il m'est arrivé de rencontrer des militants qui reprochait à Ibn Khaldoun, l'un des modèles intellectuels du monde islamique, son absence de militantisme, justement, à partir du moment où il s'installe au Caire. L'aventure la plus célèbre, c'est sans doute celle du coup d'État contre son bienfaiteur Barkouk, qu'il accepte en tant que cadi malikite de condamner à mort. Les nouveaux maîtres exigent la signature des 4 qadis, des 4 rites sunnites au bas de la condamnation à mort de Barkouk. Barkouk, heureusement, s'en tire tout seul, revient au pouvoir, convoque Ibn Khaldoun et les autres et leur dit « ben alors ». Et Ibn Khaldoun et les autres répondent quelque chose comme « que voulez-vous, nous sommes des intellectuels, ce n'est pas notre affaire ». L'affaire des Mamelouks, c'est-à-dire l'affaire des hommes de sabre et de guerre, c'est la vôtre. Ce n'est plus déjà la figure de l'intellectuel oui. qui prend la distance. Oui, méfions-nous des pensées édifiantes. Alors, Ibn Khaldoun est-il encore et toujours un homme moderne? Qu'est-ce que l'Occident a appris d'Ibn Khaldoun? Et est-ce que la pensée khaldounienne a agi dans le cénacle universitaire européen?
Ali Ben Khaldoun. Écoutez, là, effectivement, il y a eu beaucoup de thèses. Vous avez mentionné tout à l'heure la sociologie. De temps en temps, on va chercher cette manière qu'il a eu de construire ce nouvel objet, le Qumran. Mais cela s'est fait beaucoup dans la discontinuité. Il y a Yves Lacoste qui a fait une belle analyse post-marxiste. En fait, une grande pensée est toujours susceptible d'être vivifiée par des angles d'attaque qui rencontrent les problèmes contemporains et qui partent à partir des problèmes contemporains. Ibn Khaldoun, comme Rousseau, comme Diderot, sera toujours vivifié à partir des études susceptibles d'être faites aujourd'hui. Évidemment, nous n'avons pas parlé de la pensée également Ibn Khaldoun par Gellner, l'anthropologue, qui a beaucoup écrit aussi à propos d'Ibn Khaldoun. On aura sûrement d'autres occasions pour revenir avec vous sur cette figure emblématique, ce grand penseur. Merci de nous avoir éclairé sur cette figure d'Ibn Khaldoun. Et donc, vous pouvez évidemment regarder cette émission tout au long de la semaine. Mais avant qu'on se quitte, d'abord, je vous présente évidemment l'œuvre majeure d'Ibn Khaldoun, Al-Muqaddima, Prolégomène d'Ibn Khaldoun, traduit en français par Jean-François Cayal, aux éditions Dar al-Kutub al-Ilmiya. Gabriel Martinez-Gros, Ibn Khaldoun et les 7 vies de l'islam aux éditions Sindbad. Vous nous présentez dans cet ouvrage précisément l'homme et l'œuvre d'Ibn Khaldoun. Sous la direction Ibn Khaldoun, Michel Foucault, l'exemple, le cas, le modèle. Aux éditions Le Fennec. Et puis à la prestigieuse collection La Pléiade, Ibn Khaldoun, une autobiographie, la Muqaddima, annotée, traduite par Abdeslam Choudadi, qui est un grand historien spécialiste d'Ibn Khaldoun, bien sûr, l'édition de la Pléiade, et puis Ibn Khaldoun, un génie maghrébin, 1332-1406, de Smaïl Gouméziane, aux éditions Non-Lieu. Merci. Nous retrouvons aujourd'hui notre rubrique consacrée à l'actualité, précisément. Le 14 mars dernier, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a rendu visite à la Grande Mosquée de Paris pour poser une plaque commémorative rendant hommage aux combattants musulmans de 14-18 et de 1939-1945. Voici le reportage réalisé ce jour-là. Le 14 mars dernier, accueilli par Dalil Boubaker, recteur de la Grande Mosquée de Paris, et Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman, le président de la République a inauguré une stèle dans les jardins de la Grande Mosquée de Paris, à la mémoire des combattants musulmans morts pour la France pendant les 2 guerres 14-18 et 39-45. Chers amis, je suis très heureux d'être une nouvelle fois ici. J'ai voulu rendre hommage au sacrifice de tous les musulmans morts pour la France, lors de la Première Guerre mondiale et aussi d'ailleurs de la Seconde. J'ai voulu avoir un moment de discussion avec le président du CFCM, comme avec le recteur et l'ensemble de leurs amis et collaborateurs, pour les assurer de leur place dans la République française, remercier le CFCM pour son travail, remercier le recteur pour la place toute particulière qui est celle de la mosquée de Paris, dire à nos compatriotes de confession musulmane qu'ils ont naturellement le droit de vivre leur foi, comme n'importe quel citoyen a le droit de vivre sa religion, que nous souhaitons un islam de France, c'est sur quoi d'ailleurs tous ensemble nous travaillons, qui n'est pas un islam en France, qui est un islam de France. Je veux d'ailleurs saluer le discours d'apaisement régulier du président du CFCM et de l'ensemble des membres du CFCM. Je leur ai dit également combien je souhaitais que, durant cette campagne électorale, certains de nos compatriotes ne se sentent pas blessés
par des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. اللهم صل وسلم وبارك